Manif de policiers, tribune des militaires, Zemmour qu'on présidentialise, Papacito et sa parodie d'exécution d'un militant La France Insoumise, Bolloré, mais aussi l'agression de pompiers pour en venir au survivalisme. Le tout mis en lumière, et vous me reprendrez si je me trompe, tous ensemble médiatiquement par la chaîne CNews. Est-ce que la droitisation du débat politique, s'il y a droitisation du débat politique, a d'abord sa caisse de résonance dans les médias? Comment cela s'explique, si cela s'explique? J'ai avec moi 4 amis, 4 personnes, 4 intervenants, une intervenante. Mais d'abord Aurélien Taché, un ami de la maison. Tu es député nouveau-démocrate du Val d'Oise. Je suis enchanté de t'avoir parmi nous. Merci Mounir. Voilà. Charlotte Dornelas ou Dornella, tu me diras si... Dornelas, d'accord. Tu es journaliste, toi aussi à Valeurs Actuelles, mais aussi chroniqueuse régulière de la chaîne CNews. Ça ne s'invente pas. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Mathieu Bulgarassi, tu es anthropologue et auteur de La peur et la haine. Après 4 ans en immersion chez les survivalistes, ça fait très très peur. Et enfin, Majdi, ça je pense le savoir, Shaharana. C'est ça, ouais. Parfait. Tu es étudiant et trésorier de l'UNEF. Tout à fait. Donc je suis ravi de vous avoir avec moi. La première question que j'ai envie de vous poser là tout de suite à brûle pour point. Jérôme Fourquet, qui est directeur du pôle opinion de l'IFOP, avait dit que cette droitisation du débat politique s'expliquait par 2 grandes raisons. D'une part, effectivement, la libération de la parole de droite, entre guillemets, dans les chaînes d'information, mais aussi le vieillissement de la population. Je vais d'abord laisser la parole à Charlotte, puis ensuite je vais laisser la parole à Aurélien. Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait une droitisation de tout le débat public. Il y a certains sujets, et je pense qu'on en reparlera, mais il y a 2 sujets principaux sur lesquels on imagine une droitisation ou une victoire du camp conservateur, j'entends souvent ça, c'est la question de l'immigration et la question de la place de l'islam en France. Moi qui accepte l'étiquette, on va dire, conservatrice, je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Et pour prendre un exemple précis en ce moment qui est assez pertinent, c'est celui de la loi de bioéthique où il y a un pourcentage de Français en faveur des avancées bioéthiques contre lesquels, moi, j'ai beaucoup de réticences. Et là, pour le coup, le combat est complètement perdu, s'il faut reprendre la sémantique, gagné ou perdu. Donc, il n'y a pas une victoire du camp conservateur. Et je pense que même sur les sujets de la question de l'immigration, de l'identité, voire de l'islam, ce n'est pas une victoire du camp conservateur, c'est une interrogation extrêmement insistante de la réalité, en fait. Donc, ce n'est pas nous qui avons gagné, c'est simplement que depuis très longtemps, on va dire le camp de qui je suis héritière, a dit certaines choses, a mis en garde contre la politique qui était menée sur ce terrain-là, et que la réalité nous donne raison parfois. Maintenant, sur la question de la victoire, la droitisation du débat, ça me fait toujours rire parce que vous avez cité au début, effectivement, Valeurs Actuelles dans lequel je travaille, qui existe depuis bien longtemps, et CNews qui aujourd'hui, effectivement, a rétabli, on va dire, un pluralisme très clair sur ses plateaux, à certaines émissions avec un contenu éditorial, effectivement, qui se situerait plus à droite qu'à gauche dans l'hémicycle, on va dire, politique. Mais CNews, c'est une chaîne. Il y en a combien en France? Beaucoup. Et dans toutes les autres... On parle des chaînes d'information. Oui, des chaînes d'infos, mais il y en a d'autres. Ouais. Il y a BFM, il y a LCI, il y a France Info, et sur lesquels on n'a absolument rien à dire sur l'inclination. Et si on remarque que CNews change par rapport à tous les autres médias, c'est peut-être que tous les autres médias sont à gauche, du coup, j'imagine. Donc tout va bien pour vous. Non, alors... Ouais, même Mathieu dit non. Non, mais je fais exprès pour dire, ça me fait un peu rigoler en fait qu'on explique ça. Moi, effectivement, j'interviens sur CNews. Je suis souvent pas d'accord sur beaucoup de sujets avec les gens qui sont avec moi en plateau. Et après, il y a toute une partie, effectivement, de la gauche, on va dire, qui boycotte CNews et qui ensuite accuse CNews de ne pas les inviter. Bon, il y a un moment, c'est un peu pénible, quoi. Voilà, donc il faut venir et il faut accepter le débat aussi sur CNews et c'est ce qu'on a de mieux à faire. Aurélien, tu es un intervenant régulier de la chaîne. Qu'est-ce que tu peux répondre à Charlotte? Plusieurs choses, mais pour commencer par cet aspect-là, moi je pense qu'effectivement il y a une hypocrisie dans le fait de finalement, parfois, et j'y reviendrai, reprendre une partie des thèses qui peuvent être celles du camp conservateur quand on est à gauche, mais en revanche, pousser des cris d'orfraie, dire on n'ira jamais débattre sur CNews ou avec ces gens-là, ça je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie qui est totale et qui fait énormément de mal à ma famille politique. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui,
moi, je trouve qu'il y a une offensive du camp conservateur qui porte ses fruits dans les médias comme sur le champ politique, et je ne réduirais pas ça du tout à la question de CNews ou de tel ou tel média. Ce que je constate, c'est que sur un certain nombre de sujets, en effet, et je suis plutôt d'accord sur le constat qui a été fait, ça concerne certaines questions en particulier, notamment les questions d'immigration, de rapport à l'altérité, de place de l'islam. Il y a une offensive très forte qui est en train de porter ses fruits, mais qui n'est pas le fruit du hasard, qui est, à mon avis, le résultat d'une stratégie qui a commencé il y a 10 ou 15 ans, au moins en France, avec ce qu'on a appelé la droite décomplexée, avec notamment les conseils qu'a pu donner Patrick Buisson à Nicolas Sarkozy sur un certain nombre de sujets, qui font que, petit à petit, une opinion française qui était très largement ouverte aux questions de pluralisme culturel, de migration, qui ne voyait pas forcément de difficultés spécifiques avec l'islam et le terrorisme, bien sûr, on en parlera, mais lier les deux sujets est déjà une question en soi, qui finalement a complètement changé. Parce que, justement, on a eu cette offensive très forte dans les médias, dans le paysage politique de ce camp-là. Mais à la limite, moi, ça, je ne vais pas le reprocher au camp conservateur. C'est la démocratie. Ils se battent avec les armes de la démocratie et ils avancent. Moi, ma difficulté aujourd'hui, c'est que ceux qui devraient être mes amis politiques, vous savez que, bon, je ne sais plus très bien qui ils sont, moi, aujourd'hui. Mes amis politiques, c'est un peu compliqué. Mais globalement, ma famille de cœur, qui est la gauche, etc., ne mène pas le combat frontalement. Et plutôt, je vous le dis, dans cette espèce de double hypocrisie, où d'un côté, elle reprend une partie des idées du camp conservateur, une espèce de confusionnisme, comme l'appelle Philippe Corcuff assez justement dans son livre, qui conduit justement... Pour en parler il y a pas longtemps, qui a été invité sur France Culture pour en parler il n'y a pas longtemps, qui conduit justement à une forme d'extrême droitisation des choses, lui il appelle ça comme ça, et dans le même temps, un refus du débat démocratique, un refus de véritablement parler avec ceux qui ont des idées complètement opposées, mais c'est de cette organisation du dissensus que vient la démocratie. Ce n'est pas une fausse pensée unique sur laquelle tout le monde se mettrait d'accord et qui en plus, c'est assez dommage pour mon camp et c'est tant mieux pour le camp conservateur, c'est complètement déplacé sur ces questions, au moins, et sur d'autres aussi, je pense, mais particulièrement sur celle-là, du camp progressiste vers le camp conservateur. D'accord. J'aimerais avoir l'avis de Mathieu, de nos deux jeunes, qui sont aussi des spectateurs réguliers de ces chaînes d'information. Qu'est-ce que vous pourriez répondre régulier, je pense pas, mais... Même quand j'y vais, tu regardes pas ma, je dis non, je plaisante. Justement, ils nous attaquent donc pour pouvoir répondre, mais... Tu n'arrives même pas de regarder par flemme, en fait. Non, mais c'est surtout que lorsqu'on est déjà étudiant, on n'a pas forcément le temps de regarder la télévision au quotidien, hein, parce que, et aussi lorsqu'on est militant syndicaliste, on est surtout sur le terrain pour voir du coup la réalité, donc, et discuter aussi avec les étudiants. Et surtout aussi, ce qu'on peut voir, c'est que souvent, du coup, les débats qui sont abordés dans ce genre de chaîne sont complètement déconnectés par rapport à la réalité qu'on peut avoir. Et pour aussi rebondir sur la question qui pouvait aussi être posée, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on a aussi une ministre de l'enseignement supérieur ou même un ministre de l'Éducation nationale qui sont quand même censés représenter le gouvernement, et aussi des ministères assez forts quand même, qui sont l'éducation, qui sont l'enseignement, qui sont des choses quand même assez représentatifs de l'intellectuel qu'on peut avoir du coup en France, et qui aujourd'hui portent ces discours d'extrême droite et qui portent ces idées comme si l'islamo-gauchisme existait réellement ou ce genre de choses. Ça pose quand même question sur le curseur, où est-ce qu'il est et qui aujourd'hui mène, où est-ce qu'on va en termes d'idées, en termes de discours, en termes de propositions, en termes de débat tout simplement. Et que malheureusement, aujourd'hui, oui, certains curseurs sont très à droite, et que je pense que c'est aussi lié au fait que les médias portent aujourd'hui une certaine place dans la société, dans comment est-ce qu'on va convaincre la population sur tel ou tel sujet. Et nous, on peut aussi des fois jouer là-dessus, hein, lorsqu'on mène un combat, par exemple, contre la sélection, lorsqu'on fait une mobilisation étudiante et qu'on fait plein de plateaux télé pour justement expliquer pourquoi est-ce qu'on est contre la sélection à l'université, pourquoi est-ce que c'est important de permettre le libre accès à l'enseignement supérieur. En fait, on convainc comme ça aussi des jeunes, on convainc plein de personnes, et malheureusement, lorsqu'aujourd'hui dans les plateaux, c'est surtout des personnes qui vont
simplement pour du coup déblatérer leur haine contre d'autres personnes ou des Zemmour qui du coup portent un discours d'extrême droite décomplexé, bien sûr que du coup on a malheureusement une droitisation de la population, mais aussi, enfin pas forcément de la population, et surtout des idées qui vont être exprimées, mais aussi du coup des politiques en fait, qui lorsque du coup vont aller sur les plateaux, puisque lorsque Vidal du coup a dit qu'elle allait lancer son enquête avec le CNRS et tout, c'était sur CNews justement pour pouvoir répondre en fait aux attentes d'une certaine manière. Parce que d'ailleurs, la droitisation entre guillemets du débat politique ne vient pas que des personnes de droite, finalement, la droite classique. C'est aussi des personnalités qui ont été anciennement de gauche, comme Frédérique Vidal, qui dit que... Pas de gauche, elle n'a jamais été de gauche, mais... elle avait une sensibilité un peu social-démocrate, quoi, on va dire. Pas vraiment de gauche, mais elle n'était pas non plus... Elle est estrosiste, mais oui, on peut mettre Estrosi où on veut. Mais... bon, en tout cas, elle dit que des syndicats étudiants sont minés par l'islamo-gauchisme. Voilà, c'est quand même des paroles qui ne viennent pas de personnes comme Zemmour, par exemple. Pour le coup, on va dire que oui, aujourd'hui, malheureusement, Frédérique Vidal s'est aussi laissé entraîner par d'autres ministres, parce que, il y a quelques mois, elle condamnait certains propos qui étaient tenus par d'autres ministres, et aujourd'hui, elle les soutient et elle est d'accord avec eux. Mais pour le coup, c'est quand même assez grave qu'aujourd'hui, une ministre qui est brillante en termes de la science, parce que dans les universités, on parle surtout en termes de science. Lorsqu'on veut parler d'un sujet, on essaye de savoir d'où est-ce qu'on parle, on se base sur des textes, sur quelque chose, on ne parle pas comme ça. Et donc lorsqu'on a quand même une ministre brillante, scientifiquement en tout cas, qui se met du coup à tomber dans ces thèses-là, c'est quand même assez inquiétant. Et c'est aussi assez inquiétant lorsque elle-même sait les sujets que l'UNEF porte, parce que l'UNEF n'a jamais parlé d'islamo-gauchisme avec elle. Les seuls sujets qu'on aborde avec elle, c'est à chaque fois la précarité, la lutte contre la sélection et plein d'autres choses. Mais le problème, c'est que c'est justement sur ces sujets-là où nous n'avons aucune réponse depuis plusieurs années. Et donc, pour le coup, on peut aussi en fait, se laisser penser que si aujourd'hui elle porte ces thèses-là, c'est aussi pour cacher du coup le massacre étudiant qu'aujourd'hui on a. Mathieu? Déjà, je voudrais revenir sur le mot droitisation. Je pense qu'on pourrait aussi aller tout droit vers extrême droitisation d'une partie du discours, notamment sur la question sécurité. Ça lui fait très plaisir à Charlotte d'entendre. Qui a depuis, je pense, plusieurs années, dans le discours politique, un usage qui s'est normalisé, qui est un usage de la peur. On utilise le sentiment d'insécurité, à mon avis, comme un cache-misère, pour ne pas parler d'autres sujets, qui sont les sujets économiques, qui sont les sujets sociaux. Comme tu le disais, on a utilisé par exemple l'islamo-gauchisme pour ne pas parler de la précarité étudiante, pour ne pas parler des entrées et des sélections à l'université. On pourrait prendre l'exemple de Macron en septembre de cette année, qui avait quand même une crise sanitaire sur les bras, qui avait à gérer une crise sociale majeure qui est en train de se développer avec les pertes d'emplois liées au Covid, et qui plus est devait certainement avoir anticipé une crise économique qui semble inévitable, et qui décide d'axer entièrement sa communication sur la question sécuritaire. Voilà qu'on met Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, voilà qu'on fait la loi séparatisme, voilà qu'on parle d'islamo-gauchisme, voilà qu'on parle d'ensauvagement de la société, et on fait la loi sécurité globale, etc., etc. Donc on voit nettement un usage stratégique de la question sécuritaire. Le problème, c'est que cette question sécuritaire, jusque dans les années 80, c'était quand même la chasse gardée du Front National, et que ce discours aujourd'hui, il s'est totalement installé dans l'intégralité du spectre politique. Et ça, en fait, ça a imposé des thèmes dans la société. On a l'impression que ces thèmes sont centraux, mais au final, on est en train, je crois, de pousser doucement les gens vers une idéologie qui était autrefois une idéologie d'extrême droite, et ce, à des fins que je pense stratégiques et politiciennes. Charlotte, rapidement, et puis ensuite Aurélie. Je trouve ça intéressant précisément parce que vous expliquez que la question de sécurité et d'immigration était dans le giron du Front National. Je pense qu'effectivement, notamment François Mitterrand, évidemment, mais une partie de la gauche a voulu circonscrire ces questions-là dans le giron du Front National pour diviser de manière pérenne la droite, et notamment les électeurs de droite, et je ne parle pas spécialement des partis, mais des électeurs de droite, et que la droite, de manière générale, a été complètement tétanisée à chaque fois qu'on parlait de ces sujets-là, parce que tout le monde l'accusait de chasser sur les terres du Front National. Or, quand on voit tous les sondages, et même quand on parle à n'importe qui aujourd'hui, qu'il soit de gauche ou de droite, il est préoccupé par les questions de sécurité, il a des questions sur la gestion de l'immigration, que ce soit positivement ou négativement. Ce sont évidemment des sujets qui concernent directement le pays tout entier.
Et donc moi, je trouve ça plutôt intéressant que ça dépasse, justement, que d'autres partis puissent se saisir de ces questions-là. Là où je vous rejoindrais, c'est que, et puisqu'on parle du gouvernement actuel, malheureusement, on ne s'entendra pas sur les conséquences, mais malheureusement, la politique est devenue de la communication essentiellement sur la loi séparatiste. Je pense même qu'on pourrait s'entendre sur beaucoup de choses et j'ai énormément de réserves sur la manière dont cette loi a été votée. Simplement, oui, il y avait une crise sanitaire, oui, il y a une crise économique à venir, c'est indiscutable. Quand on a eu le mouvement des Gilets jaunes, on ne peut pas mettre cette question de côté, c'est une certitude. Ça suivait aussi la décapitation d'un professeur dans une rue. C'est aussi une réalité qui existe et je pense qu'il ne faut pas les opposer en permanence les unes aux autres. Elles ont forcément des liens et donc c'est normal en gros qu'un gouvernement se préoccupe de toutes ces questions-là. Après, comment il le fait, ça pourrait être discuté. Et la deuxième chose, c'est que sur le terme d'islamo-gauchisme, je comprends que ça énerve beaucoup de gens. Je note simplement que pendant 40 ans, les étiquettes, on les a collées sur le front des gens de droite sans que ça gêne absolument personne. On s'est fait traiter de facho 15 fois. Je peux vous assurer que ce n'est pas agréable non plus, que ça n'est pas la réalité de ce qu'on pense ni de ce qu'on défend. Et que tout à coup, il y a une étiquette qui n'était pas sortie de la gauche. Et ça, la gauche l'a très mal supporté parce qu'il y a des mots qui ont été imposés, effectivement, plutôt du côté droit, on va dire, du spectre sémantique. Donc moi, les étiquettes, j'ai arrêté de m'en préoccuper parce que ça me fatigue énormément. Je comprends que ce soit pas grave parce que pour vous, c'est un peu nouveau. Mais vous verrez, on y passera très vite. Mais il y a quand même des questions qui se posent sur le lien, on va dire, quand on a vu à l'université de Grenoble, et c'est pas spécialement l'UNEF en l'occurrence, et moi ce que je reprocherais à Frédérique Vidal, c'est de s'être focalisé sur l'islamo-gauchisme, alors qu'à mon avis, la question est beaucoup plus sur toutes les thèses importées des États-Unis, le racialisme, etc., qui sont, à mon avis, beaucoup plus préoccupantes, préoccupantes de manière beaucoup plus large. Voilà. Aurélien. Oui, plusieurs choses. Moi, je suis d'accord qu'effectivement, c'est souvent pour masquer l'absence de réponse que ceux qui gouvernent actuellement ou qui sont dans le champ politique dit plus mainstream vont sur les questions de sécurité, d'immigration et autres. C'est souvent pour masquer l'absence de réponse sur les autres sujets, c'est-à-dire l'explosion des inégalités, les questions liées à la justice climatique, raciale, sociale. Mais ce qui est, à mon avis, encore plus grave, c'est pas seulement que les thèmes soient discutés par tous. Moi, je suis d'accord. Effectivement, on ne peut pas, quelle que soit l'opinion politique qu'on a, ne pas avoir d'avis sur les questions de sécurité ou d'immigration. Et même considérer que certains questionnements liés à la question culturelle au sens large, la question des identités, du vivre ensemble, tout ça sont des sujets absolument passionnants. Moi, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand c'est les thèses qui sont reprises que là, j'ai un vrai sujet. J'ai un sujet quand on parle que de ces thèmes-là, parce qu'on a pour masquer l'absence de réponse sur les autres. D'accord, mais j'ai un énorme sujet quand en plus on reparle de ces thèmes-là avec les thèses de l'adversaire, parce que pour moi, je le dis avec tout le respect qui est dû dans un débat et en démocratie, les conservateurs sont mes adversaires. Et donc, je ne vais pas reprendre leurs thèses, sinon je me fragilise moi-même. Il n'y a aucun problème pour débattre ensemble, il n'y a aucun problème pour parler de tous les thèmes, mais en revanche, j'en veux beaucoup à ma famille politique, encore une fois, quand sur ces questions-là, elle ne fait pas que se mettre à parler de ces thèmes de sécurité ou d'immigration, mais qu'elle le fait avec les mots et parfois une partie des idées du camp adverse. Et là, ça devient terrible. Et ça devient dangereux pour la démocratie. Parce qu'effectivement, il n'y a plus d'alternative, il n'y a plus de repères. Les gens se disent qu'en fait, tout ça ne conduira finalement à rien, que peu importe que ce soit les uns ou les autres au pouvoir, on aura exactement le même résultat. Et moi, je trouve ça dramatique que un syndicat étudiant comme l'UNEF, le premier syndicat étudiant, soit sans cesse attaqué sur ces questions-là, alors qu'effectivement, d'abord, au quotidien, ils sont d'abord là pour défendre les étudiants, qu'ils ont bien d'autres sujets sur lesquels s'exprimer, mais aussi, je trouve ça dramatique que dans cette grande famille de la gauche ou des humanistes ou des progressistes, on ne les défende pas quand ils posent des questionnements nouveaux qui peuvent aussi être ceux qui concernent les étudiants sur la question des discriminations ou autres. Et ok, teste des choses, on est d'accord ou pas, les réunions mixtes, on en discute. Mais la première chose à faire, c'est d'abord de se dire, c'est qu'il doit quand même y avoir un vrai problème, on pourrait dire à tort ou à raison, mais moi, à mon avis, à raison, de racisme dans ce pays quand finalement autant d'étudiants dans les syndicats viennent, enfin en tout cas autant d'étudiants se tournent vers les syndicats pour leur poser cette question, et plutôt que de regarder cela en face et d'essayer d'y répondre, eh bien on a une gauche qui condamne et met des anathèmes sur ce qui était pourtant
pendant longtemps voilà, ce qu'on a considéré comme étant le premier syndicat progressiste dans le milieu étudiant. Donc tout ça, moi, me pose vraiment beaucoup de questions. Encore une fois, je pense que le débat démocratique grandirait à ce que voilà, on assume vraiment des valeurs clairement de chaque côté et qu'après on arrive à organiser le débat autour, plutôt que d'essayer tout le temps de trianguler, comme on dit, parce que ça fait du mal et effectivement, ça fait 66% d'abstention aux élections. Avant d'en venir au prochain débat, le deuxième et finalement le dernier qui est celui du survivalisme, j'ai une dernière question à vous poser qui s'adressera à Majdi, Charlotte et à Aurélien. Est-ce que finalement, d'un point de vue philosophique et intellectuel, la droite s'est trouvée et la gauche s'est un peu perdue en voulant récupérer des thèmes que la droite s'est appropriés, du coup, comme par exemple la sécurité, l'immigration, voilà. Est-ce que la gauche a finalement du mal à parler de ces thèmes-là, alors que la droite, elle, voilà, des codes, des règles bien établies. La seule manière dont vous posez votre question, je ne veux pas présumer de votre positionnement sur la sécurité. Je suis nul, Charles. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais cette manière de dire, finalement, on est parti dans ce débat-là en se disant la droitisation du débat, c'est la question de la sécurité et de l'immigration, prouve que la gauche, en tout cas pendant très longtemps, a eu du mal à en parler parce que, précisément, ça avait été collé dans le giron du Front National et même, d'ailleurs, toute une partie de la droite avait du mal à en parler. Alors là, pour le coup, je vous rejoindrai sur la question du rôle de Patrick Buisson, on va dire, dans l'arrivée de ces débats-là, de ces questions-là dans le débat public et aussi dans la possibilité peut-être plus large d'aborder ces questions-là. Mais oui, bien sûr qu'il y a des sujets qui ont été collés du côté de la droite et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que tous les Français du monde, même classés à l'extrême gauche, ont le droit de se préoccuper évidemment de la question de la sécurité, ne serait-ce que pour l'avenir de leurs propres enfants. C'est pas parce qu'ils sont d'extrême gauche qu'ils ont envie de vivre dans un pays extrêmement insécuritaire. Et le fait est que l'explosion de certains domaines de l'insécurité, notamment les atteintes aux personnes, et c'est une question de réalité. Là, c'est pour ça que je disais, c'est pas tant notre victoire sur le coup pour les idées. Il y a certaines victoires que je pourrais reconnaître dans l'évolution du débat, mais là, pour le coup, c'est vraiment la réalité qui a pénétré. La question de la gestion de l'immigration, on pourrait se disputer au sens de la disputatio pendant des heures sur les causes de l'échec, mais je pense qu'on pourrait tous s'entendre pour dire que quelque chose a été raté dans l'intégration. Alors moi, j'irais jusqu'à la question de l'assimilation. Je sais qu'on ne serait pas d'accord là-dessus non plus, mais voilà, qu'en tout cas, il y a quelque chose qui est raté. Ça, c'est sûr et certain dans la manière. Alors certains diront que c'est la France qui n'a pas su intégrer. Moi, j'équilibrerais les responsabilités et dirais que certains n'ont pas voulu s'intégrer parce qu'ils auront reconstitué. Mais après, il y a des Français qui s'intègrent tout seuls. Bien sûr. Non, alors tout seul, oui, mais enfin, en général, on s'assimile. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien. Un enfant, il s'assimile en imitant ses parents et en digérant l'éducation de ses parents. Et n'importe quel être humain a besoin de s'assimiler. Quand on reconstitue des sociétés d'origine, et d'ailleurs, c'est vrai économiquement, socialement, et donc c'est vrai culturellement, on imite les gens qu'on a autour de soi. Quand je vais en voyage à l'étranger dans un pays culturellement extrêmement différent du mien, je m'assimile, c'est-à-dire que je fais comme les autres. Si on me dit ça, on le fait surtout pas ici. Donc vous allez en Arabie Saoudite, vous mettez le voile. Quand je vais en Arabie, alors j'ai jamais été en Arabie Saoudite. Non, mais c'est pas du tout un truc qui me gênerait. Franchement, c'est peut-être la différence avec certaines personnes dans lesquelles on me met, enfin, je veux dire du camp dans lequel on me met. Moi, je n'ai aucun problème à faire à Rome comme les Romains, pour reprendre l'expression. Mais simplement, effectivement, française, j'aimerais bien que cet adage ne fonctionne pas partout dans le monde, sauf en France, quoi. Voilà. Mais ça, par exemple, j'ai envie de rebondir là, parce que non, on ne sera pas tous d'accord pour admettre qu'il y a eu un problème d'intégration, en tout cas pas dit comme ça, qu'il y ait des difficultés qui peuvent être liées à une immigration et d'ailleurs elle n'est même pas tellement liée à une immigration, qu'il y a une difficulté dans un certain nombre de quartiers où vivent des gens majoritairement issus de l'immigration. Ça, c'est une réalité, mais c'est là où la gauche, par exemple, n'est plus capable de dire des choses aussi simples que mais c'est peut-être parce qu'on a ghettoisé ce pays qu'on a... Non, il n'y a pas grand monde qui le dit aujourd'hui, il y a plus grand monde qui le dit aujourd'hui. C'est parce qu'on a finalement absolument, on ne s'est pas du tout donné les moyens de faire en sorte que ceux qui viennent travailler dans ce pays puis faire des enfants puissent vivre ailleurs que dans les quartiers qui concentraient déjà, avant l'arrivée de l'immigration, le plus de pauvreté, le plus de violence et autres, qu'on a une situation qui est celle-là aujourd'hui. Ça, déjà,
il y a de moins en moins de monde pour le dire. Et puis la deuxième chose que je vais dire ensuite, il y a encore moins de monde pour le dire, à savoir que non, ça n'est pas le seul modèle possible, l'assimilation, et que de toute façon, on voit bien que en France, elle a toujours été plus ou moins pratiquée. C'est quand même le pays où on a le plus de mal avec le fait que chacun puisse exprimer sa culture, sa religion ou autre. Enfin, on va dire le moins multiculturaliste à mon sens. Hein. Et pour autant, ça ne résout rien sur la question du vivre ensemble dans ce pays. Et donc, moi, je pense qu'on pourrait aussi tout simplement assumer le fait et être fier du fait que oui, l'immigration peut être un bienfait pour un pays sur le plan culturel, sur le plan économique, que non, ceux qui arrivent ne sont pas obligés d'oublier leur culture ou leur religion ou de l'effacer. On a le droit de pas être d'accord, mais que plus personne ne soit capable de défendre ça clairement à gauche, ou alors que dès qu'on le fasse, on vous taxe d'islamo-gauchiste, de communautariste. Pour vous, enfin. Oh, pas tellement. Si. Pas Là, tellement. Il a plutôt été maintenant convaincu par les thèses d'assimilation et les différentes théories qui tournent autour de l'idée que finalement, oui, il y a un substrat culturel absolument indépassable qui fait que, par exemple, le voile et toute une série de pratiques religieuses qu'on estime trop éloignées de ce substrat culturel serait, comment dit-il déjà, ce ne serait pas dans l'ordre de la civilité. Non, pas souhaitable, c'est Jean-Michel Blanquer, mais ce ne serait pas civil, dit-il. Donc moi, ça me pose un énorme problème. Et donc là, on voit bien que, vous avez dit, Charles Dornelas, on sera tous d'accord pour dire, moi je regrette que très majoritairement dans le débat public, effectivement, tout le monde soit d'accord pour dire cela et que plus personne n'ose assumer clairement ce que je vous ai répondu. Il y a un problème. Alors, pour le dire plus simplement, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que ça pose une question. Aujourd'hui, la place, vous le dites vous-même, oui. On a ghettoisé. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec cette question-là. Enfin, je pourrais être en partie d'accord d'ailleurs, mais moi, je pense que c'est une question de nombre. En fait, on a ghettoisé, mais on a aussi accueilli trop de gens pour que ça se passe correctement. Mais du coup, on est d'accord qu'à la fin, ça pose des questions. C'est juste là-dessus. Je sais bien qu'après, sur les conséquences, on ne sera pas d'accord. Et après, et sur ça, où je pense que justement, la gauche, d'une certaine manière, aujourd'hui, essaie d'apporter des réponses aux problématiques qu'on peut avoir dans la société avec en fait les réponses de droite, parce que au problème de sécurité, la gauche est censée avoir des réponses sociales, avoir des réponses qui répondent aux problématiques de la base, qui emmènent à des problèmes de sécurité entre guillemets, parce que lorsqu'on dit qu'on veut avoir un avenir de sécurité pour en tout cas les jeunes aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est du coup pouvoir aller à l'école, c'est pouvoir s'émanciper, c'est pouvoir avoir accès à de quoi subvenir à leurs besoins, et donc c'est pouvoir faire leur propre choix. Mais c'est aussi la sécurité, parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on en vient à voir aussi d'une certaine manière des jeunes en fait qui se perdent ou qui en fait sont complètement abandonnés par la société, mais c'est aussi parce que justement on les a abandonnés à la racine de leur émancipation. Dès le début, on leur a dit toi tu ne pourras pas du coup faire ce que tu veux de ta vie, toi tu vas devoir du coup faire exactement la même chose que tes parents, et donc une sorte de blocage d'une certaine partie de la population. Et c'est pour ça que pour le coup, la gauche, elle doit répondre à ces problématiques-là par l'émancipation, par des questions sociales, par l'éducation. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle aussi de problèmes de terrorisme ou en tout cas de montée d'islamisme radical, en fait, la réponse qu'on devrait apporter à ça, c'est aussi du coup l'émancipation par l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est l'arme aussi pour combattre le fondamentalisme, pour combattre toutes les sortes d'extrêmes qui aujourd'hui veulent attaquer notre République. Et pour le coup, les personnes qui aujourd'hui sont les terroristes et qui du coup salissent d'une certaine manière l'ensemble du reste de la population, en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas été accompagnées justement par la République pour aller à l'école, pour être diplômés, pour pouvoir s'émanciper et tout. Et c'est pour ça que lorsqu'aujourd'hui on a des ministres qui nous parlent de l'université comme un lieu d'islamo-gauchisme, en fait non, l'université est aujourd'hui le lieu qui permet d'empêcher les gens de tomber dans ce genre d'idées. Et donc c'est pour ça que c'est dommage que l'on laisse des ministres et que l'on ait des personnes qui laissent penser qu'aujourd'hui l'université serait un acteur pour tomber dans ce genre d'extrême. Et pour finir,
Je pense Et après, on passera au débat prochain. Et pour finir, je pense qu'aussi un des éléments, c'est aussi qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on voit les plateaux télé, on fait de moins en moins appel à des scientifiques ou à des personnes qui parlent sur des bases solides et qui savent de quoi est-ce qu'ils parlent, mais on va plutôt faire appel à des experts qui sortent de nulle part et qui vont juste déblatérer des choses qui sortent de leur tête sans avoir de fondement et qui vont, d'une certaine manière, en fait, du coup, aussi porter les thèses d'extrême droite et les thèses de droite. Et c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une droitisation des médias parce qu'on a de moins en moins d'experts, de réels experts scientifiques. Nous, on n'est pas des experts scientifiques. En tout cas, il y en a d'autres. Il y a des chercheurs qui pourraient aller sur ces plateaux pour raconter des choses vraies. Je suis désolé, je sais que tu veux lancer le débat d'après. Parce qu'il te concerne. Je sais, mais là aussi. Ça me concerne aussi en fait assez. Je voudrais juste rebondir justement et peut-être aller en contrepoint de ces discussions politiques avec peut-être un regard scientifique sur la question de l'insécurité, qui sera tout simplement de dire qu'aujourd'hui, l'insécurité, scientifiquement, c'est pas quelque chose qui s'observe en sortant la tête par la fenêtre. On a très peu d'instruments qui permettent de la calculer de manière précise. Et en réalité, on n'a même aucun instrument qui permettrait de calculer quelque chose qui serait de l'ordre de l'insécurité, c'est-à-dire des agressions, des vols, des meurtres qui arriveraient dans une zone donnée. Mais ce qu'on mesure, c'est le sentiment d'insécurité. Donc c'est la perception, bien sûr que c'est vrai. Les tentatives d'homicide et le nombre de tentatives d'homicide et le nombre d'homicides, les enquêtes de victimation auprès de victimation, donc on appelle des gens qui se déclarent comme étant victimes de quelque chose. Et donc il y a deux choses différentes. Les enquêtes de victimation, effectivement, pourraient être discutées. Le nombre de tentatives d'homicide ou d'homicide qui passent devant un tribunal, c'est quand même assez factuel. Devant le tribunal, c'est mesuré par l'État 4001, qui sont donc les constats de la police. L'État 4001 est utilisé à la fois pour mesurer le taux, on va dire, de constats faits par les policiers sur les agressions et violences, mais aussi pour mesurer, comment on pourrait dire, les compétences des services. Donc on utilise la même donnée statistique pour mesurer quelque chose qui serait de l'ordre des crimes et quelque chose qui serait de l'ordre de la compétence des services. Donc les chiffres sont faux. Les chiffres sont fondamentalement biaisés. C'est pas moi qui le dis, c'est un bilan de l'Assemblée nationale qui a constaté que en fait, les policiers avaient tendance à déplacer les chiffres d'un mois sur l'autre, à ne pas prendre en compte certains types de crimes, tout simplement pour ne pas avoir à être jugés par leur hiérarchie. Donc on se rend compte que nos outils sont fondamentalement biaisés et on n'a rien qui permette de dire aujourd'hui, attention, regardez, on a une montée, une explosion de l'insécurité, comme vous semblez le dire. La réalité, c'est que nos outils, les enquêtes de victimation, l'État 4001, Interstat, en fait, ils ne sont pas assez précis pour dire ça. Ce qu'ils nous disent, c'est voilà, on a une montée du sentiment d'insécurité, et ce qu'on voit surtout, ce sur quoi on travaille en tant que scientifique, c'est un usage du sentiment d'insécurité dans des discours qui sont des discours politiques et des discours médiatiques. Très rapidement, pour conclure, vraiment très rapidement, Charlotte et Aurélien, et puis après on passe au débat survivalisme. Non, mais sur cette question du sentiment d'insécurité, je sais, alors là, pour le coup, vous êtes d'accord avec le ministre de la Justice, qui parle lui aussi, non mais c'est vrai, qui parle lui aussi, qui nous explique qu'il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. J'ai pris un chiffre en particulier, parce que vous avez raison sur la question, les enquêtes de victimation, c'est toujours très difficile, qu'il y ait une course aux chiffres imposée par le ministère de l'Intérieur aux policiers, et ça c'est vrai depuis Nicolas Sarkozy en particulier, on sera aussi d'accord là-dessus. Le nombre d'homicides, c'est extrêmement factuel, et les témoignages, parce que ça compte aussi, que ce soit dans les quartiers où effectivement, la gauche nous a dit pendant très longtemps, les premières victimes de l'insécurité dans ces quartiers, c'est les habitants des quartiers. C'est parfaitement vrai, mais alors leurs témoignages sont extrêmement clairs. En 20 ans, c'est devenu la catastrophe. Le nombre de règlements de compte dans ces quartiers qui se font dans la rue, sous nos yeux, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et après, je suis désolée d'utiliser cet argument-là, mais quand vous êtes une femme et que d'année en année, vous voyez qu'il y a certains quartiers où honnêtement, vous ne foutez plus les pieds toute seule parce que c'est impossible et vous faites attention à la manière dont vous partez habillé le matin et à la manière dont vous rentrez habillé le soir, ça c'est factuel. Et pour le coup, dans ces mêmes quartiers, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Donc oui, ça relève parfois du sentiment quand on s'habille de telle manière le matin parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir été agressé pour s'habiller comme ça, mais il y a aussi une atmosphère qui relève effectivement de la sécurité. J'ai pas envie de vivre... Perception, vous parlez d'atmosphère, mais c'est une représentation, c'est une perception. Mais pas le nombre d'homicides. Oui, mais alors le nombre d'homicides, moi, si j'en crois les derniers chiffres que j'ai vus, il serait plutôt plus bas qu'il y a 10 ou 20 ans par an. Donc j'aimerais vraiment qu'on regarde ce point-là. Pourtant, j'ai souvenir d'avoir
vu ça il y a très peu de temps, donc ce serait intéressant de regarder. Si je me trompe, hein, mais je voyais, je me rappelle où je l'ai vu, donc c'était Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, qui tweetait ça il y a peu, qui disait il faut répéter sans cesse que en fait il y a moins d'homicides maintenant qu'il y a quelques années. Bon, il faudrait vérifier, hein, on aura peut-être, vous aurez peut-être l'occasion de le faire. Mais au-delà de ça, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne vais pas reprendre sur la nécessité de mieux mesurer l'insécurité réelle. Ce qui m'a intéressé dans ce que vous venez de dire, Mathieu, c'est que, en tout cas, ces objets-là sont ensuite utilisés politiquement. Et on revient au début de notre débat. Sur les questions d'immigration et d'islam, le camp conservateur a progressé en menant l'offensive culturelle, selon moi, et la gauche ne sait pas répondre. C'est totalement vrai sur ces sujets-là aussi, à tel point qu'aujourd'hui, vous avez tout un tas de gens qui vont vous dire, je ne sais pas si on faisait un sondage sur la peine de mort, ce que ça donnerait, qui vont vous dire que le tout carcéral, c'est vraiment la seule solution possible, qui ont l'impression qu'en France, quand on est en prison, on est au Club Med. Tout un tas de choses qui sont totalement fausses, hein. On a les prisons les pires d'Europe, on est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme régulièrement, et il y a tout un tas d'autres manières d'aborder ces questions. Évidemment que la racine de tout, pour moi, doit être l'éducation. Et ensuite, sur les sujets de sécurité eux-mêmes, il y a la question des libertés publiques qui sont tout le temps mise à mal depuis une quinzaine d'années par les gouvernements successifs, sans plus d'efficacité pour notre sécurité, et sur laquelle très peu de gens aujourd'hui sont capables de vraiment relever le gant. Donc là aussi, il y a une vraie difficulté sur la manière dont tout ça est repris politiquement, et d'avoir une dialectique démocratique qui puisse se remettre en place. Et il y a d'autres solutions possibles, on y croit, on n'y croit pas, mais ceux qui s'opposent aux conservateurs ne devraient pas s'enfoncer sur ces thèses-là et se bloquer dessus et essayer de défendre autre chose. Bien, si... il y a bien un sujet sur lequel on est tous d'accord, c'est que de plus en plus de personnes sont aujourd'hui en France, mais aussi ailleurs, remises à elles-mêmes. Quand moi, je veux acheter à manger, mais que ma carte ne passe pas. Ces 3 derniers mois, on a eu Valentin Marconne, un survivaliste ou qui se réclame du survivalisme lourdement armé, qui abat son patron et son collègue dans une scierie des Cévennes. L'enlèvement de Mia, mais aussi Thierry Dupin, un ancien militaire qui ouvre le feu sur des policiers en Dordogne. J'aimerais savoir, Mathieu, ce qu'est le sujet dont ces personnes se réclament, à savoir le survivalisme, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est un thème qui apparaît de plus en plus aujourd'hui dans le débat public, et on parlera ensuite du projet de loi d'encadrement de cette question porté par Aurélien Taché, et puis ensuite je laisserai parler Charlotte et Majdi. Alors, les survivalistes, c'est des gens qu'on connaît assez mal. On imagine souvent des gens qui prépareraient la fin du monde, qui seraient dans des bunkers avec des gros fusils, en train de préparer une apocalypse nucléaire. Ou au contraire, on tombe dans l'angélisme, on imagine des espèces de scouts adultes qui iraient s'amuser dans la forêt, ou on parle d'autonomistes qui feraient un peu d'écologie et qui feraient en fait du survivalisme comme un petit loisir le week-end. En réalité, c'est ni l'un ni l'autre. Moi, quand je suis sur le terrain, que je parle aux gens qui se réclament du survivalisme, eh bien, ce qu'ils me disent préparer, c'est la guerre civile. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui se disent que demain, il va y avoir une crise. Ça peut être n'importe quoi, une crise écologique, une crise économique ou une crise sanitaire comme le Covid. Simplement, cette fois, la crise sera tellement importante selon eux, tellement violente, eh bien, que l'État ne sera pas capable d'encaisser. Du jour au lendemain, il n'y aura plus d'hôpitaux, plus de police, plus de pompiers. Les gens seront livrés à eux-mêmes. Et le pari des survivalistes, c'est de dire que dans cette situation, eh bien, livré à lui-même, l'homme deviendra un loup pour l'homme. Le gentil voisin qui nous aidait à monter les courses, eh bien, peut-être que quand sa femme sera malade, que ses enfants auront faim, qu'il y aura des pénuries alimentaires, des pénuries médicales, il prendra une hache pour venir défoncer notre porte et nous piquer ce qu'on a chez nous. Et donc, c'est ça que préparent les survivalistes, c'est pas la fin du monde, mais bien une situation de guerre civile au sens le plus, on pourrait dire littéral du terme, une situation où la personne qui vit à côté, dans la rue en face, va devenir un ennemi dont il faudra se défendre, à tuer peut-être, et c'est pour ça que ces gens-là vont aller à des stages de tir, c'est pour ça qu'ils vont avoir des armes, des munitions, c'est pour ça qu'ils vont apprendre des techniques de combat paramilitaires, c'est pour ça qu'ils vont aller, comme je le raconte dans mon livre, à des stages par exemple de Krav Maga, où ils vont apprendre à égorger des gens, à étrangler des gens, à fracturer la gorge de quelqu'un avec un bâton ou à main nue. Pas par amour de la violence, mais pour pouvoir se protéger, selon leurs propres termes, d'une violence qui leur semble inévitable. Oui, c'est un phénomène qu'on voit monter de manière très importante, et ça peut faire aussi
parce que moi, une partie, très largement, on peut très largement ça lier au débat d'avant, selon moi, en tout cas partiellement, parce que moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que vous avez ce type de phénomène, effectivement, un peu nouveau, de pratiques un peu nouvelles qui prennent une ampleur extrêmement importante et dont on pourrait penser, ou dont certains pourraient penser qu'elles sont dépolitisées. Et moi, ce que je crains, c'est qu'en réalité, avec différentes tendances, et tout ça n'est peut-être pas parfaitement organisé, mais le parti pris de base, c'est ce que vient de nous expliquer Mathieu, à savoir des gens qui pensent qu'il va y avoir une guerre civile et qui s'y préparent, mais vous pouvez, en tirant ce fil, malheureusement, selon moi, découvrir que vous avez une politisation très forte qui va conduire ces gens à considérer que cette guerre civile, eh bien, elle va aussi certainement se mener avec ceux qui vont devoir quitter leur propre pays parce qu'il y a un effondrement économique, climatique, donc avec les immigrés, qu'elle va devoir se mener avec des gens qui n'ont pas forcément exactement la même religion que vous, et donc probablement qu'il faut quand même se préparer à faire cette guerre civile, par exemple, avec les musulmans, que tout ça, ça suppose quand même, pardon, mais d'être un bonhomme, donc il faut être un peu viriliste, il faut être un peu, il faut apprendre la violence, donc les femmes, dans cette perception du monde, parce qu'il y a peut-être des problèmes pour les femmes dans un certain nombre de quartiers populaires, j'en conviens, mais il y a un certain nombre de problèmes pour les femmes aussi dans d'autres types de milieux. Moi qui ai grandi dans un milieu rural et populaire, je peux vous dire que la violence envers les femmes, j'en ai vu quelque chose. Et là, quand je vois Frédéric Limol, Marc Conne, ou tous ces gens-là qui, à chaque fois qu'ils sont arrêtés, pour l'un après avoir abattu des gendarmes, pour l'autre après avoir abattu son patron, sont reconnus comme étant des gens qui étaient auteurs de violences conjugales et autres, je me dis que ce survivalisme, il y a toute une part qui est en train de se politiser et qui est porteur de valeurs, qui se réclame de valeurs qui sont plutôt celles du camp conservateur. Donc c'est quelque chose que moi, en tant que progressiste, je ne peux pas m'empêcher de remarquer. Charlotte, et puis ensuite on laissera très rapidement la parole à Mathieu pour ensuite aller sur... Ma première réaction, c'est en vous écoutant, ça me fait toujours un peu... Ça me surprend, on va dire, que du coup, la politisation, en prenant l'exemple de Valentin Marconne, par exemple, la politisation des survivalistes, qu'on nous le colle sur le dos à nous et qu'on nous explique que notre responsabilité, c'est de les rejeter. J'y viendrai en deuxième partie, je ne me sens pas du tout proche de ces gens-là, ni de leur méthode, ni de leurs revendications. Après avoir fait tout un débat pour nous expliquer que, par contre, terrorisme et islam, rien à voir. Demander aux musulmans de faire le tri dans l'islam, ce serait complètement surréaliste. Et moi, on me colle sur le dos tous les survivalistes de France, nickel, sans aucun problème. C'était pas le propos. C'était pas le propos. Mais... Pas sur mon dos à moi, mais genre sur le dos de ce qu'on peut défendre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en vous écoutant, et moi je suis évidemment pas spécialiste comme vous, mais j'ai lu beaucoup de choses sur le survivalisme, qui est effectivement une question assez nouvelle en France, en fait, qui a émergé peut-être plus tôt aux États-Unis. C'est que c'est une démarche extrêmement individualiste, ce qui est tout l'exact contraire du modèle de société que je défends, et que moi, même avec des craintes qui peuvent être similaires, c'est-à-dire que la crainte de l'effondrement, aujourd'hui, elle n'est pas complètement absurde d'imaginer qu'effectivement, on puisse ne plus avoir d'hôpitaux, qu'on puisse avoir une police qui n'a plus les moyens d'agir, ou des pompiers, c'est ce qu'on entend toute la journée, ce que tous les services publics, d'ailleurs tous les acteurs des services publics craignent de jour en jour. Donc il peut y avoir des constats communs. En revanche, sur les méthodes, de se dire que finalement, on va tous être opposés les uns aux autres, et la fin recherchée, ou en tout cas attendue, ou crainte de la guerre civile, et du coup, je vais me protéger, moi, contre tous les autres, c'est l'exact contraire de ce que j'essaye, moi en tout cas, de ce pourquoi j'essaye de me battre dans la société, à la poursuite, c'est-à-dire d'un bien commun, et même dans le fait de restaurer un bien commun à tous les habitants d'un même pays. Donc je me sens franchement pas du tout sur la même, dans le même combat. Et après, effectivement, qu'il y ait, comment dire, dans des démarches très marginales, des revendications qui peuvent être similaires à des revendications politiques que moi je peux avoir d'un moment à l'autre, je m'en sens absolument pas responsable, je peux le déplorer, je peux y répondre, je peux répondre à ces gens-là qu'ils se trompent dans les moyens qu'ils utilisent, dans les fins qu'ils poursuivent et surtout dans la manière de faire. Mais je pense qu'en l'occurrence, Valentin Marconne, qui commence par tuer, alors que moi, le commandement, parce que je ne suis pas juste conservatrice, je suis aussi catholique, le premier commandement, le seul qu'on me demande de respecter en
en toute chose, c'est de ne point tuer. Pour reprendre les termes, déjà, ça me semble assez compliqué, surtout pour des... En After Effects, on vous mettra une petite... Voilà, surtout pour là, des raisons extrêmement personnelles et complètement injustifiées, c'est la première chose. Et après, sur le survivalisme, alors là, c'est vous qui serez plus capable de répondre, mais si c'est des gens qui se préparent à survivre en milieu hostile, là, on a quand même un homme qui a passé 2 jours dans la forêt et qui est ressorti avec 10 kilos en moins, quoi. Donc, il ne devait pas être survivaliste très aguerri, quoi. Je pense qu'il y avait beaucoup d'imagination aussi dans ce qu'il était lui-même, quoi. Alors, sur la question politique d'abord, je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'il y a une vraie relation entre les violences dont sont capables les survivalistes et des discours politiques. Moi, quand je suis sur le terrain et que je parle aux gens, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui est au fondement de cette peur qui pousse des gens à s'engager. C'est un engagement assez difficile d'être dans la survie, ça n'a rien d'un petit loisir. C'est une vie entière qui est vouée à la cause, on va dire. Eh bien, les gens, en fait, ils ont tous la même réponse. Ils vont parler justement de ces discours de la peur, ces discours de l'insécurité qu'on retrouve aujourd'hui absolument partout dans les discours politiques. Jusque chez Greta Thunberg, qui n'est pas franchement à l'extrême droite, quoi. C'est d'autant plus intéressant que ces gens, eh bien, ce sont des gens qui sont au fond on va dire, de sensibilités politiques assez différentes. Il y a des gens qui sont d'extrême droite, c'est vrai, mais moi j'ai rencontré aussi des centristes, j'ai rencontré des écologistes, j'ai rencontré des gens de droite conservatrice, j'ai rencontré des gens de gauche. On rencontre en fait un petit peu l'intégralité du spectre politique français dans sa diversité, dans son hétérogénéité, mais tous relient ça à des discours de l'insécurité, à ces discours de la peur et de l'insécurité. Donc la première chose à acter, c'est qu'aujourd'hui, le discours de l'insécurité, c'est pas un jeu à somme nulle. Vous dites que vous n'avez rien à voir avec ces gens, mais ce discours que vous utilisez, que vous mettez en avant dans vos médias, eh bien, il produit quelque chose. Il produit chez les gens une peur qui va les pousser à s'engager dans la violence. Et ça, moi, je ne peux que constater sur le terrain. Moi, j'ai des gens qui me disent, aujourd'hui, je vais à des stages de tir, aujourd'hui, je stocke des armes pour me préparer à faire face à l'insécurité qui ne cesse d'augmenter, à ces meurtres, à ces agressions qui ont lieu dans les quartiers, etc., etc. Parce que si l'État s'effondre, il y aura des émeutes, il y aura des pièges, et je dois être capable de m'en protéger. Et ça, en fait, ils relient donc leur violence à vos discours. C'est la première chose que je pense vraiment importante. Et la deuxième chose qui compte, c'est que en fait, les gens comme Valentin Marconne, les gens comme Frédéric Limolle, vous l'avez dit, ce sont des gens qui sont relativement isolés, ce sont des gens qui sont plutôt seuls. Ça ne veut pas dire que les discours politiques, les discours de la peur et de l'insécurité n'agissent pas sur eux. Simplement, au lieu d'avoir affaire à des radicalisations, on va avoir affaire à des phénomènes qui sont des phénomènes de brutalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on a des gens qui vont agir seuls, de manière un peu invisible, sur des processus lents. D'abord, ils vont aller à un petit club de tir à côté de chez eux pour pouvoir ramener une arme à la maison en se disant, si demain il y a des émeutes, je pourrais me protéger. Ils vont peut-être aller dans un club de Krav Maga apprendre la self-défense. Mais ça, en fait, c'est le doigt dans l'engrenage. Et c'est ça le processus de brutalisation. C'est le processus qui fait qu'un citoyen ordinaire, pour répondre à une peur, va petit à petit devenir un tueur entraîné. Mais quand on est un tueur entraîné, qui protège les autres de nous? C'est ce qu'on a vu avec Frédéric Limolle, un homme qui a des armes, qui a des munitions, qui s'est entraîné à tuer. Et bien, quand il pète un câble, il devient quasiment inarrêtable. Pour rappel, Frédéric Limolle, il a fallu 400 gendarmes et GIGN pour arrêter sa folie meurtrière. Magie, rapidement, ensuite on va laisser la parole à Aurélien. Mais, pour le coup, c'est un réel danger qui aujourd'hui mine notre société dans le sens où, et malheureusement, vous prenez l'exemple de dire qu'il ne fallait pas du coup généraliser tout le monde, mais bon, ça ne vous empêche pas vous de le faire sur d'autres thématiques. Quand je dis vous, c'est l'extrême droite qui souvent, dès que quelqu'un se dit musulman et va faire quelque chose, on part du principe que tous les musulmans doivent dire Not in my name pendant au moins un an. Sauf que du coup, là, pour le coup, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que lorsque ce genre de personne devient un danger public, donc on va à chaque fois essayer de dédramatiser le fait qu'il soit proche de l'extrême droite pour laisser penser que ça serait quelque chose d'isolé et que ça ne serait pas quelque chose de réellement plus gros que ça. Et pour le coup, c'est un réel danger dans le sens où aujourd'hui, lorsque on a ces discours qui sont tenus dans certaines chaînes, je dirais, pour ne pas tirer sur l'ambulance, mais sur, en tout cas dans certains endroits, en tout cas, ces discours où on nous explique jour et nuit en fait que on aurait le grand remplacement, on aurait la fin du monde, pas parce que aujourd'hui il y a un vrai problème écologique, mais parce que du coup on sera en train d'avoir une guerre civile qui se prépare et compagnie. Oui, les personnes qui sont les plus, on va dire, basiques en termes d'idées, en termes de réflexion, qui peuvent se faire pour... Non, mais pour...
Non, mais c'est pas ce que ce n'est pas ce que j'ai essayé de dire. Enfin, ce que j'ai essayé de dire, c'est que concrètement, ces personnes ont l'intelligence et compagnie, mais que c'est juste que par contre, en face d'eux, les réponses qui sont apportées, lorsqu'ils voient que les services publics sont détruits, lorsqu'ils voient qu'avec le Covid, on n'a pas été capable d'avoir des masques et compagnie, au bout d'un moment, enfin, les gens aussi voient une certaine réalité. Sauf que lorsqu'on enlève l'espoir aux gens et qu'en plus de ça, le service public ne répond pas du coup aux besoins des personnes, du coup, les personnes en viennent à vouloir se débrouiller eux-mêmes par des solutions. Donc, ce n'est pas une question de est-ce qu'ils sont intelligents ou pas, ou est-ce que c'est juste ils apportent des solutions qui sont quand même radicalement quand même avec des idées d'extrême droite et basées aussi sur des théories d'extrême droite pour pouvoir se préparer au pire. Mais aussi avec, comme vous l'avez dit, mais avec aussi des choses qui viennent d'Amérique et avec quelque chose qui est construit depuis plusieurs années. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver. Ouais, et c'est aussi quelque chose qui est basé justement sur les théories d'extrême droite. En fait, on va laisser, pardon, excuse-moi Charlotte, on va juste laisser la parole. J'avais prévu de te donner la parole juste après Aurélien. Et puis après, j'aurai le mot de la fin. Non, on a tous le mot de la fin. Ce que moi, je voulais dire tout à l'heure quand je disais qu'on pouvait retrouver dans ces groupes, enfin en tout cas qu'il y avait certainement une politisation de ces groupes et que parfois, dans un certain nombre de pratiques ou de manière de s'approprier des valeurs, il pouvait y avoir effectivement une proximité avec le camp conservateur. C'est davantage en fait ce qui a été redit beaucoup mieux que moi par Mathieu sur cette peur liée à un certain nombre de choses autour de l'insécurité et autres qui peuvent être parfois utilisées politiquement bien au-delà effectivement du camp conservateur aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit juste après, il y a beaucoup de gens là-dedans qui se revendiquent aussi d'autres horizons politiques. Donc moi, je ne veux pas faire endosser à une personne, à un camp, la responsabilité de tout. Je dis simplement quand même que, effectivement, ces thématiques-là qui sont agitées, pas toujours scientifiquement, c'est aussi ce qu'on débat ensemble depuis tout à l'heure, qui peuvent être un peu instrumentalisées politiquement, pas toujours d'ailleurs par les gens qui sont les plus sincères, y compris qui ne sont pas forcément de vrais conservateurs, mais qui ont juste compris l'intérêt politique de manier un peu tout ça, peut causer des dégâts. Et moi, c'est plus ça que je voulais vraiment dénoncer. Je pense que cette montée-là de ce survivalisme lié à cette espèce de crainte d'une guerre civile, d'un effondrement, elle devient un phénomène extrêmement préoccupant, à tel point effectivement que moi j'ai proposé une loi pour justement, on voit un petit peu à qui on a affaire, qu'on voit un petit peu comment on peut aussi, sur des choses assez basiques, éviter le pire en ayant quand même des gens qui, quand ils se lancent pour organiser ce genre de choses, aient un minimum de diplôme, soient un minimum connus, ne soient pas complètement livrés à eux-mêmes. Et donc c'est plus ça, à mon avis, le fond de la question que de dire, effectivement, ce serait l'ensemble de ceux qui sont dans le camp conservateur qui seraient responsables de ça. J'aime pas quand on me le fait aussi, moi, sur d'autres aspects. Donc si on essaye d'être honnêtes tous, je pense qu'effectivement, le débat démocratique en sort grandi. Néanmoins, voilà, je pense qu'il y a quand même aussi un phénomène qui doit tous nous préoccuper. Et quand on sait que parfois, par facilité, on peut s'approprier tel ou tel thème, ou peut-être voilà, essayer d'être un peu choc dans les propos qu'on tient, etc., en allant un peu vite, on peut avoir quand même aussi ce type de conséquences. Et je pense que ça s'applique à tous, quelles que soient les idées et quelles que soient les familles politiques, même si effectivement, dans ce cas précis du survivalisme, et là où on se rejoindra, et je terminerai là-dessus, c'est que moi aussi je pense que c'est quelque chose d'ultra individualiste, et donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le projet collectif qui doit être porté par les conservateurs ou par les progressistes, même si on n'est pas du tout d'accord sur le projet collectif. Nous, au moins, ce qu'on dit, c'est qu'il faut un projet collectif. Donc là-dessus, je vous rejoins. C'est loin de moi l'idée de porter un anathème sur les idées, simplement de pointer quand même quelque chose. Ça n'est pas juste des gens qui partent faire du scoutisme et qui sont dépolitisés, et sur le danger que ça peut représenter pour la société et qui doit, à mon avis, tous nous préoccuper, parce que c'est quand même par la démocratie et un projet collectif qu'on s'en sortira et pas par autre chose. Bien, alors le dernier mot, le mot de la fin, le mot de conclusion de ce thème. Et puis ensuite, on fera un tour de table, même s'il n'y a pas de table, comme vous avez pu le constater. C'est original. Mais on fera un tour de table oral pour vous demander un peu vos impressions sur ce débat qui s'est déroulé dans de bonnes conditions, on peut le dire. On ne s'est pas tapé dessus. Ce sera pour la prochaine, ça. On installera un ring.
Ah ouais, la prochaine avec fois. des, Ok. avec des Je poissons, m'entraînerai. avec des poissons, vous donnerez tous des coups de poisson. Comme Ok, ça. formidable. Et on a choisi la morue pour ça. D'accord, formidable. Non, simplement, moi, en fait, effectivement, on voit des discours qui sont très différents. Parce que quelle est la limite, en tout cas dans la préoccupation qu'on peut avoir? Je vais prendre un exemple à dessein qui ne se situe pas vraiment à droite, qui est celui de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que parce qu'on a trouvé dans cette ZAD des gens extrêmement déterminés à aller jusqu'au bout, parfois même dans la violence, est-ce que ça invalide complètement le débat initial, qui est celui de la légitimité ou pas de la construction de cet aéroport? Moi, je ne le pense pas. Et pourtant, c'est vraiment pas, c'est pas mon combat dans la vie, on va dire. Donc, je pense qu'il faut réussir. Et le meilleur moyen, c'est exactement comme avec les complotistes, quoi. Chaque fois que quelqu'un pose une question, on lui explique qu'il est complotiste. Bon, bah, c'est bien, continuez comme ça. Et dans 10 ans, effectivement, vous aurez beaucoup de complotistes dangereux. Donc, c'est exactement la même chose avec le survivalisme. Il y a des gens qui ont envie, ça va, et là, je parle évidemment pas pour un discours scientifique sur le survivalisme, mais de manière générale, dans le débat public, quand on en parle, ça va de celui qui, effectivement, va aller passer le week-end à essayer de se reconnecter avec une nature qu'il a complètement oubliée parce qu'il est urbain totalement, jusqu'à, effectivement, des gens complètement dévorés par une peur parfois complètement irrationnelle. Et là, c'est pour ça que je renvoyais un peu la balle. Je veux bien entendre que certains ont peur sur mon terrain, on va dire, enfin, transforment la peur qui est parfois la mienne, hein, je le reconnais, en peur complètement irrationnelle qui les pousse à la violence. Mais on vit dans un pays où pendant 1 an et demi, on nous a expliqué que notre voisin risquait de nous transmettre un virus. C'était un discours de la peur totale pendant 1 an. On a sur le terrain économique des gens qui nous expliquent que l'effondrement du système capitaliste va tous nous rendre loups pour, l'homme, un loup pour l'homme. Et ça vient pas spécialement de mon camp de manière très large. On a effectivement sur le terrain écologique un discours de la peur chez certains qui n'est évidemment pas à l'extrême droite. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une marginalité effectivement préoccupante. C'est pour ça que je n'ai aucune réserve sur le fait de savoir à qui on a affaire. Mais je pense que cette marginalité-là, il y en a certains avec qui ce sera juste une question de maintien de l'ordre et une question policière, on va dire, de les arrêter. Mais de manière générale, pour éviter le grossissement du phénomène, je pense qu'il faut accepter que certains et la volonté d'une réponse alternative. Et là, je pense franchement, en tout cas avec Aurélien, qu'on s'entendra là-dessus. Je ne vous connais pas assez pour le savoir, mais je pense qu'effectivement, la construction d'un discours de consensus en France, où on se dit, finalement, à la fin du débat, le but, c'est qu'on soit tous d'accord, finit par pousser beaucoup de gens dans des marginalités. Parce que précisément, on leur explique qu'en fait, à la fin, on doit tous être d'accord sur tout. C'est faux. Il faut effectivement qu'on arrive à confronter intelligemment et rationnellement des idées, qu'on arrive à l'exprimer pour pas que l'absence d'expression de nos idées se transforme en violence. Et moi, je pense que c'est vraiment ça l'enjeu, on va dire, démocratique, pour reprendre un mot très à la mode et qu'on fourre à toutes les sauces. Pour le coup, là, je pense qu'effectivement, le basculement dans la violence de certaines personnes qui n'arrivent plus à se sentir représentées, ça, c'est le vrai danger. Je voudrais juste intervenir sur la notion de marginalité. Je pense qu'elle n'est pas en fait intéressante pour parler du survivalisme, justement parce que pour moi, les survivalistes, c'est des gens qui sont très ordinaires. Moi, j'ai rencontré des pères de famille, des gens qui ont un métier stable, qui sont insérés dans leur communauté. On n'est pas sur des marginaux, on n'est pas sur la complosphère, on n'est pas sur la fachosphère, on est sur des gens normaux, mais des gens qui sont complètement pris dans les discours de l'insécurité, les discours de la peur. Et ces gens-là, attention, c'est pas des zadistes. Moi, je vous parle de gens qui sont armés, qui ont des armes lourdes, qui ont des munitions, et des gens qui tuent. Parce que la différence avec les ZAD, c'est que là, on parle de gens qui tuent. Action des forces opérationnelles, ils prévoyaient des attentats contre des femmes voilées, contre des imams, des incendies d'églises. Frédéric Limolle, il a tué 3 gendarmes. Valentin Marconne, il a tué 2 personnes. On parle de gens qui sont dans des passages à l'acte violent. Il faut quand même se rendre compte de la réalité de ce dont on parle. On parle de gens qui sont des gens normaux, qui basculent dans une violence extrêmement brutale et parfois très vite. Oui, non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour moi, ça revient à une espèce de phénomène de radicalisation politique qui est peut-être lié à ce discours ambiant. Je suis parfaitement d'accord, mais il est certain que pour éviter au maximum justement les porosités entre des gens qui peuvent avoir certaines peurs et puis développer ensuite des idées, eh bien, il faut absolument que le débat démocratique soit et je rejoins parfaitement la fin de votre intervention, Charlotte, il faut absolument que le débat démocratique soit le plus juste et le plus sincère possible. C'est-à-dire que les discours de langue de bois, la gauche qui fait semblant d'être de droite ou la droite qui fait semblant d'être de gauche, tout ce qui fait que finalement les gens se disent « j'ai des peurs, mais de toute façon
façon, quand j'écoute la télévision, soit on les attise parce que ça fait un peu monter la chaîne, puis soit on a des responsables politiques après qui les nient, qui font semblant d'être d'accord, qui ne parlent pas de ce qui, moi, me préoccupe au fond et qui ne sont pas capables d'avoir un vrai débat sur les vrais sujets, eh bien, ça ne peut créer que plus de porosité entre des choses qui ne devraient pas vraiment, normalement, avoir grand-chose à voir entre elles, et ça ne peut que nuire à la cohésion globale. Donc ça, je crois vraiment que c'est important de le rappeler et qu'il y aura de moins en moins de gens qui dériveront ou qui se radicaliseront si on a des débats démocratiques qui sont sincères, qui vont vraiment au fond des choses, et si chacun assume clairement ses valeurs et ses idées. Et je pense que ça peut vraiment, vraiment aider. Donc merci de nous aider à organiser ça ici, mon cher Mounir. Eh ben, avec grand plaisir. On en arrive à la fin de ce débat. Oui, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'est bon. D'accord. On en arrive à la fin de ce débat. Moi, je vais pas tarder parce qu'il y a mon stage de survivalisme qui m'attend. On n'a pas de table, je vous l'ai dit, mais on va faire un rapide tour de table ensemble, vraiment en une phrase. Ce que vous voudriez qu'on retienne de ce débat, vraiment en une phrase. C'est à toi, Charlotte, top chrono. Non, mais moi, la chose qui m'a le plus marqué dans les échanges qu'on a, c'est que s'il faut tous qu'on fasse attention, et je prends évidemment ma part au discours que l'on a, et notamment quand on a un discours dans le débat public et donc publiquement, ça je veux bien l'entendre, mais il ne faut pas croire que tout dans une société découle du discours, mais aussi beaucoup de la réalité. J'ai l'impression que parfois, certains ont du mal à prendre en compte la réalité et croient trop le discours. Si le discours seul comptait, toutes les chaînes de télévision ont expliqué à tous les Français qu'il fallait aller voter cette semaine, et les Français ne sont pas allés voter. Donc la télé ne fait pas tout et le discours public ne fait pas tout. Voilà. Vas-y. Pour le coup, je pense que oui, il faut aussi prendre la réalité, mais il faut aussi savoir quelle réalité est-ce qu'on prend. Parce que, comme on le disait juste avant, si c'est la réalité que l'on va regarder par la fenêtre et dire, bon, bah voilà, du coup, j'ai vu ça, du coup, ça, c'est la réalité partout en France, bah, c'est aussi c'était comme si on regardait ces news, pour le coup, n'importe quelle chaîne qui aujourd'hui, des fois, veut nous montrer aussi une certaine réalité pour nous faire croire que c'est la réalité partout. Et donc, c'est important aussi de voir la réalité scientifique. Et c'est pour cela aussi qu'on a besoin aussi des scientifiques et des universitaires et de ne pas les insulter du quotidien et de, au contraire, leur donner les moyens de pouvoir mener leurs recherches pour nous apporter la réalité du coup. Mathieu. Moi, je sors de 4 ans de terrain et ce qui en ressort, c'est clairement que ces discours de la peur et de l'insécurité, ils produisent quelque chose. Ils produisent de la peur qui pousse les gens dans la violence. Et quand ces discours-là, ils ont tendance à cibler certaines populations en les rendant responsables des peurs, en les rendant responsables de la violence. C'est une machine à fabriquer du racisme violent. C'est une machine à pousser des gens, peut-être, demain, à prendre les armes contre ceux qu'ils considèrent responsables de leur peur et de leur insécurité. Et donc, je crois qu'il faut vraiment prendre en compte que... Action des forces opérationnelles, je pense qu'on ne souhaite pas aujourd'hui avoir des gens d'extrême droite qui ciblent au hasard des femmes voilées dans la rue ou qui tuent des imams ou qui empoisonnent de la nourriture halal dans les supermarchés. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Je veux dire, les gens d'Action des forces opérationnelles ne vous protégeront pas du djihadisme. Ils attaqueront au hasard des gens qui... Voilà, il y aura un autre débat à faire. Voilà. Bon, juste pour conclure, ce lien, je pense, entre insécurité et violence, je crois qu'il va falloir un moment le prendre en compte et le réaliser. Merci beaucoup. C'est vrai que ça mériterait un autre débat, mais du coup, on touchait vraiment du doigt le sujet en réalité. Et je pense que c'est justement en ayant des vrais débats comme ceux qu'on vient d'avoir avec des gens avec des idées très opposées qu'on évite de nourrir effectivement le fantasme selon lequel plus personne nous représente et qu'il faut se débrouiller tout seul dans le survivalisme ou se débrouiller tout seul en allant faire le djihad je ne sais où. Tout ça, c'est la négation du collectif, c'est la négation du débat. C'est effectivement le fait que le signe que notre démocratie ne fonctionne absolument pas bien. Et encore une fois, la question de l'abstention hier est un signal de plus. On pourrait aussi parler des Gilets jaunes, de plein d'autres choses. En tout cas, on voit bien que les gens n'ont plus du tout confiance dans les institutions, et je mets ça au sens large, moi au Parlement, les médias, tout ce qui normalement devrait canaliser et organiser le débat, et se tournent malheureusement vers autre chose, essayent de se débrouiller par eux-mêmes, et ça peut potentiellement sur le long terme être très dangereux. Donc encore une fois, voilà, moi c'est ça que je veux retenir dans notre débat. Nous, modestement, avons peut-être essayé de prendre les choses par un autre bout. Bien, notre point commun, c'est que les débats, on adore ça. À bientôt.